Bonjour et bienvenue à vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle. Votre hôte Jean-François Sénéchal, professeur d'éthique à l'Université Laval, passionné d'éthique, de conduite responsable, d'éthique en sciences et génie. Dans cet épisode d'IA Café, nous recevons, en fait, vous vous apprêtez à prendre un café avec un expert de l'intelligence artificielle, mais surtout de la création de contenu interactif, immersif, itératif, on verra là, comment on va le qualifier, donc du métavers. Donc, c'est Monsieur Harold Dumur qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Harold. Hey, bonjour, ça va bien? Yes, toi aussi? Oui, très bien. Puis merci de l'invitation, by the way. Ben oui, bienvenue à notre enquête sur l'intelligence artificielle. Harold, on va commencer par ton parcours professionnel. J'ai plein de questions, mais Ouais. on va y aller dans l'ordre, là, parce que si on veut bien faire les choses. Donc, Harold, il est le fondateur et président d'OVA. Donc, c'est bien ça, c'est OVA? Oui, c'est bien ça, c'est au centre du mot, à vrai dire, innovation. Fait que c'est pour ça, on va. OVA, donc c'est une PME de Québec spécialisée dans les logiciels justement immersifs assistés par l'intelligence artificielle. Pour aller dans l'ordre des choses, pour être sûr qu'on fasse bien les choses, on va commencer par ton parcours un peu professionnel. Donc, bien avant d'être un PDG d'une compagnie qui tente de changer un peu notre façon d'interagir avec le web. On commence par ton parcours universitaire, peut-être, là, avant d'arriver dans le vif du sujet. Donc, Harold, on en parlait en pré-entrevue. Il a fait son bac à l'Université Laval, à la faculté de sciences et de génie, un certificat à McGill, puis un autre certificat en entrepreneuriat et innovation à l'Université de Stanford. Je ne me trompe pas, Harold? Non, c'est exact. Puis ça, comme on en parlait d'entrée de jeu, c'est des beaux souvenirs que je me souviens là, de l'Université Laval. C'est vrai, c'est des Puis, beaux souvenirs? ouais. C'est sûr qu'on le sait, en université, c'est toujours des hauts et des bas, là, mais au final, j'ai gradué, moi, en génie alimentaire. Puis ça m'a permis de voyager. J'ai fait, moi, mon stage sur une île en face de Tahiti qui s'appelle Moorea. Puis Belle quand je suis place. revenu, ouais, quand même, non, les cocotiers et tout, j'ai développé un vin d'ananas. Voyons donc. On n'avait pas le droit de l'appeler vin d'ananas, à vrai dire. On avait fait un jeu de mots, on appelait ça le blanc sec d'ananas à cause des appellations d'origine contrôlée, puis tout ce qui va alentour de la réglementation alentour du vin. Mais j'étais revenu de mon stage, puis déjà, les gens étaient comme, oh, c'est où tu allais faire ton stage? Ça, j'ai dit, je disais Montréal. Ils disaient, à Montréal? J'ai dit, non, non, une autre île, beaucoup plus chaud. C'est beaucoup plus chaud à ce moment. Exact. C'est ça. Donc, des bons souvenirs de ton passage Mhm. à l'université. Qu'est-ce que tu as appris à l'université qui te sert encore aujourd'hui? Ouais, je pense tout le processus tu sais, scientifique, là, les hypothèses, puis ensuite la validation, puis surtout la rigueur, parce que je crois que rentrer en génie, c'est simple à un certain point, mais y rester, c'est comme super compliqué. Puis c'est là que la contingence te rentre dedans. Là. Mathématiques de l'ingénieur 1, je pense que je l'ai repris 3 fois pour Ah, il le y en a finir. plusieurs qui se cassent les dents sur ce cours-là, là. Oh mon Dieu. Puis moi, j'ai été, je ne sais pas quand, je ne savais même pas que ça existait. Je me suis rendu jusqu'aux mathématiques de l'ingénieur 3. Fait que pour dire à quel point finalement ils m'ont eu les maths. Mais non. Tu sais, justement, la persévérance, j'ai fait moi mon bac, ça m'a pris 5 ans et demi. Fait que tu sais, à la fin, j'étais comme OK, là, il faut que je finisse. Peut-être trop de temps justement sur les îles. Ça fait que le temps s'est étiré. Mais bref, tout ça pour dire, voilà, j'ai étiré le plus possible mon passage à Laval. Puis maintenant que tu es dans le milieu plus du travail, est-ce qu'il y a des choses qui te manquent pas de l'université, justement, que tu avais remarqué comme Ouais, style tu sais, des différences des fois entre le. Moi, je quitte rarement là, les hautes sphères universitaires, là, donc, mais je le sais que ça existe, qu'il y a des différences. je dirais Ouais. les résidences. Ouais. C'est l'endroit où que, genre, c'est un dortoir puis presque un cercueil tellement que c'est petit. Là, puis désolé pour les gens qui sont en résidence. Pour ceux qui nous Ouais, écoutent et exact. qui ne le savent pas, là, à l'Université Laval, il y a des résidences. Donc, la plupart Ouais. des étudiants qui n'ont pas d'appartement au début, souvent, ils se retrouvent en résidence. Des petits appartements bien exigus, des grands garde-robes, d'autres diraient. Puis, c'est pas simple, la vie Ouais. là-bas. Là. Non, Ça non, te c'est manque pas, là. mieux. Non, exactement. Puis, tu sais, à vrai dire, j'ai pas tant à me plaindre parce que j'étais juste tout le temps là à cause que mon ami avec qui j'étudiais restait là. Fait que je m'y retrouvais
par défaut. Mais puis ça me manque pas en même temps. C'était plein de belles anecdotes parce qu'on étudiait, puis juste à côté, c'est le pub. Tu commences à entendre la musique. Puis là, tu te dis, ah, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à étudier? L'examen, c'est quand même demain ou je sors? Fait que c'était tout le temps des difficiles choix. Mais Des ouais. dilemmes là, étudiants, là, comme on les Exact, aime. Là. exact. Étudier ou aller au pub. Ouais, c'est vrai. Il faut trouver un équilibre entre les deux, sinon, c'est pas. En fait, c'est ça qui manque en ce moment à mes étudiants, c'est peut-être tout ce bout-là. Là. Tu sais, Ouais, oui, ça l'équilibre, ouais. étudie l'équilibre, là, mais tu sais, le choix aller au pub, il s'est pas posé souvent cette année. Donc, ça, c'est sûr que ça manque à mes étudiants. On les sent, là, c'est la vie sociale. Tu sais, des fois, je dis, on pourrait donner le cours en classe, voulez-vous venir en classe? Ils veulent pas vraiment venir sur le campus pour aller à un cours, ils veulent surtout aller sur le campus pour voir des amis, avoir de la vie, tu sais, revivre un peu leur vie d'étudiant. Là, c'est pas compliqué. Là. Non, je le comprends. Puis je pense que c'est ça un peu le métavers là, pour faire un parallèle ou qu'en Ben oui, on respectant y arrive, le la. métavers. OK, tu veux Yes, sauter dans le ouais. métavers, let's go. Direct, Qu'est-ce que tu allons-y. allais dire sur le métavers Non, et mais la tu vie sais, universitaire? on va respecter la distanciation sociale, puis on va pouvoir être ensemble. C'est sûr que c'est un contexte différent, puis on aura mille et un temps de pouvoir s'en parler, là. Mais je pense que ça va aider justement à se retrouver hein, d'une certaine façon. Oui, c'est pas tout d'avoir accès à des outils comme ça qui nous permettent d'être un peu ensemble, mais la présence, tout ça, le métavers, c'est un peu l'ambition, je dirais, qui se cache derrière le métavers. OK, on va y sauter, on va sauter directement dans le métavers. On va commencer par le définir. Donc, le métavers comme sujet, je dirais que c'est un sujet qui était tendance depuis plusieurs années. On le voyait, on l'entendait, on le notait, puis on se disait, bon, c'est intéressant, ça monte un peu. Puis, puis là, depuis Facebook, et depuis Meta, ben là, c'est du délire, carrément. Là, je veux dire, on en entend Ouais. parler partout. Peut-être à ton grand plaisir, Harold, qu'on parle autant de métavers en ce moment. Ça se Ah, peut-tu? totalement. Je veux dire, on va tourner les 8 années le 7 février, donc 3 jours à peine. Puis ça faisait, je pense, 8 ans qu'on attendait que ça arrive puis que ça devienne justement populaire. Tu sais, maintenant, c'est plus facile pour moi au party de Noël d'expliquer ce que je fais dans la vie, là. Merci à Facebook pour ça. Merci à Facebook. Virgule pour ça. Ouais. Pour ça. Oui, exact, Pour ça. virgule, ouais. Donc, c'est le nouveau dada de notre ami Mark Zuckerberg qui a mis ses quelques billes dans ce champ. Puis Hmm. depuis, ben, tout le monde parle de métavers, mais personne, peu savent exactement ce que c'est tout ça. Puis c'est pour ça que je voulais t'inviter. C'est parce que tu connais la genèse de ce domaine. Donc, bien avant le buzz, tu étais là. Tu sais ce que c'est. Mhm. Tu sais sûrement ce que ça peut devenir. Mhm. Donc, ben c'est ça. Donc, Ben d'où ta oui. présence. Donc, pourquoi. C'est quoi. Comment tu le définis peut-être à justement là, ta famille avant que ça soit un peu plus populaire? C'est quoi que tu disais? Le métavers, c'est quoi? Comment tu le définis? Ouais, moi j'ai une explication. J'espère qu'il n'est pas trop simpliste, mais c'est qu'aujourd'hui, en tant qu'être humain, on vit dans l'univers, puis le métavers, ça va nous permettre de vivre dans un autre univers, mais qui est virtuel entièrement. Donc, c'est la virtualité des univers. Puis aujourd'hui, on se parle à travers Zoom pour l'enregistrement, puis tu sais, c'est un écran qui est 2D. Donc, en tant qu'être humain aussi, encore une fois, on est des espèces tridimensionnelles. Donc, c'est beaucoup plus affordant pour nous de changer en 3D. C'est vraiment pas naturel dans notre espèce de communiquer dans une transposition de la spatialité vers un autre médium pour ensuite reconvertir en 3D ce qu'on est en train de se parler ou de s'échanger comme information. Donc, je crois que ça va vraiment être plus naturel. Puis tout comme les dauphins sont capables d'évoluer par eux-mêmes, créer un système de radar, puis comme arriver finalement sans la technologie à changer de peut-être à chaque siècle ou peu importe à quel point il évolue. Je n'ai pas fait l'étude finalement sur les dauphins, mais tout ça pour dire qu'enfin, nous, comme les dauphins, on va pouvoir, dans le fond, évoluer en 3D. Parce qu'eux, ils peuvent aller en bas, peuvent monter en haut, on comprend c'est quoi la 3 dimensions. Nous, on est quand même collés sur la Terre. Fait que le métavers va nous permettre de découvrir des nouveaux axes de liberté, chose qu'on ne connaissait pas non plus jusqu'à maintenant. Là. Ouais, axe Y, X et Y et bientôt Z, ça serait, je pense, c'est ça Yes. l'ambition. Toi, comment t'as découvert, je sais pas, toi, ça commence par quoi le métavers? C'est quoi? C'est un casque de réalité?
Comment ça fonctionne? Un gant virtuel? C'est quoi Ouais. comment il l'appelait? Le Power Glove? Moi, en tout cas, c'est comme ça Oh qu'il oui, le l'appelait. Power Glove. Puis il y avait un film là-dessus qui était Ouais, incroyable, sponsorisé, commandité par commandité Nintendo. par Nintendo, ouais. Bon, avec le méchant là, qui était beaucoup trop bon avec son Power Glove. Que, pour l'avoir essayé, hein, c'est pas Puis fameux, là, toi, la réponse, là, la ben oui, latence. ça c'est moi peut-être, là. Mais, Ouais. mais toi, ça a commencé comment dans Ouais. la réalité virtuelle augmentée? Ça arrive comment dans ta Donc, vie? donc, ça commence en 2014, alors que Lockheed Martin, qui sont peut-être plus connus pour être ceux qui sont derrière la construction du F-35, nous a approchés, puis quand je dis nous, on était 3 personnes à l'époque, pour nous demander si on pouvait faire un sous-marin en réalité virtuelle. À cette époque-là, c'était le tout début de l'aventure de OVA. Moi, je programmais des formations de la E-formation, à vrai dire, en Flash. Flash existait encore, mais il allait être sous peu mis au rencard par Ben oui. Apple, qui disait qu'elle n'allait plus le vouloir comme médium dans ses pages Safari. Fait que je voyais la mort imminente de Flash arriver, puis du même fait de la compagnie. Fait qu'il fallait se réinventer. Donc, l'opportunité de Lockheed Martin leur demande est-ce que vous pouvez faire ça? La réponse a été oui. Et c'est là que l'achat du casque qui était à l'époque l'Oculus DK2 s'est fait. Et mon collègue, pour ne pas le nommer, Oculus, Pierre, c'est ouais. quelle compagnie qui produit l'Oculus? Donc, à la base, c'était Oculus, mais c'est Facebook qui l'a acheté pour ce qu'on a vu ensuite lorsqu'ils sont passés en cours pour débattre de l'achat. Ils l'ont acheté pour 3 milliards. Ça a été annoncé que c'était 2 milliards, mais finalement, c'était Ah oui. 3. Fait que, un gros montant qui était envoyé, entre autres, à Palmer Luckey, qui maintenant a une grosse entreprise de drones. Bref, Fait que Lucky Martin, ouais. ils vont vers toi, ils disent on a besoin d'un outil de réalité virtuelle pour explorer ou probablement pour former, je dirais, à la vie dans les sous-marins, c'est un peu ça? Exactement. Donc, une formation sur, la reconnaissance de comment ça se passe, sont les boutons. Puis la peur première du marin, c'est pas nécessairement l'inondation, pardon, mais c'est le feu. Donc, C'est vrai. il fallait arriver à les entraîner sur différentes situations risquées, d'électricité qui va se créer des flamèches, puis, ou autre chose, là, plein de types de scénarios. Je dirais que ça nous a pris 3 mois à développer le tout parce que, c'était inconnu pour la plupart des gens, juste le terme réalité virtuelle. Donc, programmer dans ce paradigme-là, c'était aussi nouveau pour nous. Donc, il fallait être un bon programmeur, un bon modélisateur 3D. Puis, c'est ça, ça a pris une éternité à faire. C'est là aussi que l'idée de notre produit est née à l'époque, là, qu'il fallait quelque chose de plus simple. Puis, si on recule encore avant, même, je dirais, avant cette étape-là avec Lockheed Martin, euh, la compagnie OVA, j'imagine, c'était avant ça. Oui, exact. C'était un peu avant. Est-ce que tu fais partie des créateurs de cette compagnie-là? Oui, 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 c'est ça. Pourquoi créer une compagnie dans ce domaine-là à ce moment-là? Ben, l'histoire qui remonte un peu avant, c'est que l'histoire juste, c'est que j'ai quitté mon emploi où j'étais superviseur d'usine, puis je ne trouvais plus de job. Fait que je passais des entrevues, puis plusieurs entrevues, puis à chaque fois, j'avais des retours négatifs. Puis mon père avait une compagnie qui s'appelait Philippides. Mon père s'appelle Philippe. Puis il a dit genre, tu sais, joins-toi à moi, puis offre des services de consultation, mais je savais juste pas en quoi le faire. Puis le premier contrat que j'ai eu, c'est un contrat où il fallait que je fasse du e-learning pour la BDC. Puis c'est là qu'à travers Philippides, je développais des cours de e-learning. OK. Mais Philippides, c'est juste un nom trop difficile à prononcer, trop difficile à se rappeler. Fait que c'est là que ça a été renommé pour OVA, qu'en même temps que le changement était fait pour aller dans la direction de la réalité virtuelle, puis avec les développements qu'on avait pu voir, puis les Donc, au début, résultats. c'est du e-learning, c'est Ouais. des cours en ligne de base, là. Ah, vraiment de base, c'était sur. Il n'y a pas de technologie, ben, je dis, il y Ouais. a pas de carte. Il n'y a pas de Non, casque virtuel encore, on n'est pas dans les airs, rien, là. zéro en plus, c'était des cours sur la BDC voulait vendre des cours sur comment prévenir la fraude et le blanchiment d'argent, sur comment vendre de l'assurance, puis des trucs comme quand même plates, là, désolé, mais bon. Le contenu t'intéressait pas, en tout cas. Non, pas vraiment. C'était vraiment la survie là, un peu à l'époque, mais ouais. Bon, ben, Ova, puis donc, tu crées cette compagnie-là parce que tu as besoin d'un emploi, tu te cherches quelque chose à accomplir, puis Exactement. Il fallait bien que je fasse de quoi. Puis à part l'ingénierie, l'autre chose que je savais bien faire, c'était des animations 2D en Flash, des sites Internet, de l'interactivité, parce que c'était ma passion. Puis l'autre passion que j'avais qui est dure à monétiser, c'était les jeux vidéo.
Puis, puis bref, quand j'ai mis pour la première fois un casque de réalité virtuelle sur ma tête, c'est là que j'ai vu un mix C'est entre quand les la jeux. première fois que tu as mis un casque de réalité virtuelle sur ta C'était à tête? la fin 2014, proche de Noël. Puis j'étais dans la savane, puis je me suis approché d'un arbre, une savane, le très là, Hakuna Matata, là, fait que c'était reposant, c'était setup Roi Lion, mais immersif. Puis c'est là que je me suis dit comme wow, même s'il y avait beaucoup de pixels, parce qu'à l'époque, les lentilles n'étaient pas superbes, je me suis un peu rappelé, tu sais, c'était de la nostalgie complètement connectée à moi où les cabanes qu'on se faisait dans les arbres ou avec des boîtes de carton, c'était vraiment un rappel d'un monde recréé, imaginaire, mais projeté à 90 secondes par image dans mes deux yeux. Là. 90 images par seconde? Ouais, 90, c'est ça. 90 secondes par image. C'est ça Ça, qui c'est la parle de quatrième latence, hein? dimension. Là. Exactement, ça, c'est la quatrième dimension. 90 secondes par... Ouais. Donc, c'est ça, la première fois, c'est un casque, c'est une expérience que tu as vécue comme ça. Puis, j'aimerais ça que tu approfondisses, c'est quoi maintenant que tu as, plus d'expertise sur la création de ces milieux virtuels-là? C'est quoi c'est quoi un bon milieu? C'est quoi un bon environnement virtuel? Comment on fait pour créer, puis je le dis là, de façon très large, un bon environnement virtuel qui est immersif, qui est ressenti comme étant naturel, qui est plus proche des sens? Comment on crée ça? Oui, comment pas avoir une dissociance cognitive avec ce qui est le réel et le virtuel? C'est toujours un peu la quête des bonnes pratiques qui évoluent à travers ce changement de paradigme. Puis une des premières choses, c'est l'éclairage à l'intérieur des mondes. C'est sûr qu'on a un écran à moins de 1 pouce de nos yeux. C'est Puis, l'éclairage, hein, c'est intéressant que tu exact. commences par ça. Tu sais, imagine juste un faisceau lumineux blanc, l'éclairage est trop blanc fort, là. Ça, c'est désagréable, puis ça va faire mal aux yeux à la longue. Donc, il faut assombrir les environnements. Les jeux vidéo n'ont pas à s'en soucier, au contraire, ils vont balancer les lumières, les réflexions. Donc, ça, c'est à prendre en compte énormément. Donc, ça sera toujours un peu plus sombre, les expériences bien réalisées. L'autre chose, c'est le mécanisme de téléportation au lieu du mécanisme où on va avancer en poussant un bouton. Parce que si on avance dans un monde virtuel, comme si on était transporté sur, en bon français, un roller coaster, là, une montagne russe, Ouais, c'est sûr que là, on va avoir le malaise de la réalité virtuelle, évidemment, parce que notre cerveau va penser qu'on bouge alors que notre corps ne bouge on pas. bouge pas, Donc, là. Un peu l'oreille comme le interne ne mal de comprend plus mer, c'est un peu rien. ça. Exactement. Fait qu'il faut juste se téléporter. Si on fait ça, là, puis qu'on a 90 images par seconde, puis pas trop fort la luminosité, on va être bien en masse correct pour avoir une super belle expérience, une expérience qui peut durer assez longtemps. Quand je parle d'assez longtemps, ça peut aller jusqu'à 1 heure. Ah Puis oui, il y a voilà. des expériences qui durent 1 heure. Ah ouais, même plus. Il y a Half-Life Alyx, qui est comme le jeu triple A, donc fait par un grand studio avec un très grand budget, puis qui dure je trouve, un bon 2 heures facile. Là. Mm. Puis, donc, tu disais que ça dure 1 heure, ce genre d'expérience-là. Donc, un bon environnement, ça commence par la lumière. Est-ce qu'il y a des outils? Là, on parle du casque virtuel. Est-ce qu'il y a d'autres outils qui, tranquillement, commencent à apparaître pour avoir un sentiment de présence encore plus grand? Oui, puis ça, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Puis ça va dans une réflexion sur les changements de l'humain à travers la technologie. Puis c'est que pendant la pandémie, je pense qu'on en a tous plus qu'apprécié, c'est le temps passé devant Netflix ou, pour ne pas les nommer les autres, là, Walt Disney, etc., là, sans parti pris pour aucun. On était dans notre salon pour la majeure partie du temps, Oui. assis devant la télé ou en train de jouer à des jeux vidéo. Je crois qu'une des évolutions avec le métavers, c'est d'avoir une salle dédiée à ça. Puis ça arrive justement à qu'est-ce qui va nous permettre de nous connecter aux autres. Donc, dans cette salle-là, sur notre cintre, on va avoir notre suit, donc qui permet de faire traquer notre corps en 3 dimensions, peut-être de pouvoir ressentir le toucher des autres personnes si on leur donne le droit C'est de ça, les rentrer dans notre bulle. combinaisons haptiques, là, Exact, c'est comme ça qu'ils combinaison appellent ça? haptique. Oui, merci. Je cherchais Ah, le j'ai fait mes suit. recherches quand même. Oui, quand même, c'est bon. Puis il y a même les gants. Donc, je parlais de toucher, hein, sauf que le truc, c'est que tout comme la réalité virtuelle se démocratise du point de vue du prix d'entrée sur le casque,
qui devient de moins en moins cher. Autrefois, il fallait avoir un ordinateur puissant qui coûte 2 000 Mais plus ce un que tu me casque. décris là, si tu prends le Ouais, kit en ce moment, là, on est loin de la exact. démocratisation du prix. Là. C'est ça que je voulais en venir. C'est qu'il y a une barrière d'entrée encore pour cette fameuse salle, Vraiment. qui doit être dédiée, qui n'est plus une chambre d'amis. C'est rendu la chambre du métavers. Désolé, les amis, vous allez trouver une autre chambre. Puis, tu sais, il y a tout ça quand même comme changement à prévoir, là. Mais d'après moi, ça va s'en venir. Puis justement, le casque est abordable, mais le reste ne l'est pas. Mais ça va suivre. C'est juste que les grands joueurs n'ont pas encore commencé à mettre de l'effort. Ils ont commencé, pardon, mais commencé à le commercialiser puis à le mettre en production puis en vente. Chez OVA, ils font quel genre de. Vous vous spécialisez dans quel genre de technique, d'application? Oui, dans le fond, puis ça vient de la passion que j'ai parlé rapidement tantôt du jeu vidéo. J'ai été un grand joueur de Tony Hawk Pro Skater 2. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu, comme le dit le nom, t'es un skateboarder, c'est ça. Puis dedans, il y avait un skatepark editor, donc un éditeur de skatepark. Tout traduire, des fois, ça. Fait qu'on crée notre propre skatepark, puis après ça, on peut rouler dedans avec Tony ou Ronnie Mullen, parce que c'était les skaters du temps, sur du Rage Against the Machine, pour ceux qui veulent se rappeler des bons souvenirs. Oui, la trame sonore était 40. Oui. Mais ça m'a lié, je l'ai téléchargé, puis pas sûr. Mais pour revenir à ça, ce qu'on fait chez OVA, on a créé Stellar X, qui est un outil de création de contenu immersif pour les non-pro utilisateurs, à la même manière que les non-pro utilisateurs créent des skateparks ou ceux qui connaissent peut-être mieux Minecraft ou ceux qui jouent à Fortnite, qui a un mode créateur. C'est vraiment orienté à des gens qui sont non seulement des non-programmeurs, mais des non-pro utilisateurs. Parce qu'aujourd'hui, si on veut utiliser pour dessiner Photoshop, c'est quand même pour des pro utilisateurs. Beaucoup d'options, on se perd. Fait que nous, notre objectif pour Stellar X, c'est vraiment l'inverse, plus le paint, mais de la réalité virtuelle, puis beaucoup plus beau Paint. Oui, tu regrettes d'avoir utilisé Paint. Oui, je regrette. Fait que voilà ce qu'on fait chez nous. On veut démocratiser la réalité virtuelle côté logiciel, côté création de contenu. Puis aussi, démocratiser, donc plus simple, plus aisément faisable que le non-utilisateur, non-créateur, je ne me rappelle pas comment tu l'as nommé, qui puisse lui aussi être capable de créer son skatepark à sa manière. Mais là, c'est pas obligé d'être un skatepark, ça peut être un bureau, un environnement de travail, un environnement de classe, c'est ça? Exactement ça. C'est du glisser-déposer d'objets 3D. On a aussi une instance de brevet sur un langage de programmation visuelle où les gens connectant des nodes, donc des boîtes d'interaction, peuvent créer une interaction supérieure à la node initiale. Puis ça va faire en sorte que le monde n'est pas statique, mais dynamique. Le monde aussi est multi-utilisateur, donc on a dû bâtir notre propre système de réseautage. Et ça fait en sorte qu'on peut avoir plusieurs avatars dans un même espace. On peut partager l'espace à la même manière qu'on partage un lien Zoom aujourd'hui, puis je me joins dans un espace où on est juste nous deux. Ben oui. C'est le partage d'un espace à travers un lien que quand on télécharge, on est dedans. Ouais. Puis tranquillement, est-ce qu'il y a des acteurs, des gros acteurs qui sont intéressés par les outils que vous proposez? Oui, mais même à travers les années, je veux dire, c'est sûr que ça commence à venir à l'oreille des gens, le mot métavers, le mot réalité virtuelle, réalité mixte, réalité augmentée, qui est tout sous ce parapluie-là. Mais en 2017, janvier 2017, je voyageais avec un collègue à San Mateo pour rencontrer Walmart Lab. C'est dur à dire, Walmart, bref. Puis, Walmart? Walmart. Okay, Walmart. Okay. Puis je pense que Walmart Lab ont... Ils ont des labs, eux autres. Ils ont des labs, oui, étonnamment. Ils ont comme arrêté pendant un bout, puis là, ils viennent de se relancer dans le métavers. Là, je pense qu'on a vu les articles passer récemment, mais à l'époque, ils voulaient voir soit pour nous acquérir ou investir. Fait que on ne savait pas trop, là, mais ils étaient comme super intéressés. Finalement, ils ont fait un accélérateur de réalité virtuelle qui n'a pas duré. 2017, c'était encore un peu l'hiver. Le monde cherchait quoi faire avec la réalité virtuelle. Mais là, plus récemment, avec tout ça, Meta, donc Facebook, nous a contactés pour des discussions. Vous a contacté, donc ils vous ont appelé, ils vous ont écrit, on est intéressé à vos produits. Oui, comment ils ont fait pour... c'est Marc lui-même qui est... Non, il s'appelle Anand, le gars. Puis il m'a écrit, puis il doit travailler à quelque part pour Marc à la fin de la journée. Mais je ne sais pas à combien de degrés de Mais c'est le fun si on souhaite ça, avoir une espèce d'appel comme ça
du top méta en ce moment. Ouais, On rêve pas tous, ben, pas moi, là, mais j'imagine dans votre domaine, c'est ah, ça c'est une qu'on belle rêve, hein. reconnaissance, c'est une très belle reconnaissance. Puis ça veut dire qu'on existe à quelque part, puis qu'on est vu. Puis non, ça pour le reste, ça fait des belles journées. Puis je me rappelle, après l'appel, je suis allé marcher dehors parce qu'il fallait que je décompresse de tout ce qui venait de se dire. Puis depuis ce temps-là, il y a 13 personnes en ce moment de chez Meta, exactement, qui essayent notre logiciel, puis qui sont en train de voir justement comment faire des affaires peut-être avec nous plus tard. Fait que là, en tout cas, c'est en plein développement, fait que c'est tout chaud. Là, ça prend du temps, toutes ces histoires-là. Il y a aussi Apple qui nous a contactés récemment. Fait que c'est au même stade, là, les discussions avec les deux. Fait que c'est les deux seuls gros groupes. Sinon, une fois à South by Southwest à Austin en 2016, un des exécutifs du département de réalité virtuelle puis augmentée de Google m'a demandé si on voulait pas vendre à Google puis si on n'était pas prêt à partir. À l'époque, on était 5. Je lui ai dit, ah non, enfin, on vient juste de commencer puis c'est pas dans nos objectifs. Mais puis finalement, ce gars-là, André, est parti de Google VRR puis maintenant il s'occupe de Stadia. Donc, Ah oui. de la plateforme de streaming de jeux vidéo de Google. C'est intéressant. Est-ce que c'est, mais j'imagine, c'est sûr, c'est enthousiasmant. Est-ce qu'il y a une part de crainte aussi? Parce qu'on peut se faire manger parce qu'ils sont gros, là. Ils arrivent avec sur leurs grands chevaux, puis ça peut être intimidant de les voir arriver. C'est pas pour rien qu'ils sont gros. Meta, c'est un peu l'impression qu'on a, là, c'est que non seulement il s'impose, mais on a l'impression qu'il va manger tout ce qui se passe autour pour grossir encore plus. Ben C'est oui, comme tu ça que c'est sais, perçu? 100%, je veux dire, ils sont rendus toutes ces compagnies-là se rapprochent des trillions de dollars, là, malgré les récentes pertes à la bourse de Facebook au moment où on se parle. Là, ben Meta, maintenant, tu sais, je veux dire, ils restent très gros puis ils pourraient acheter tout ce qu'ils veulent, là. Après coup, c'est de voir si c'est pas de l'antitrust, là, mais ça, c'est Hmm. une autre partie de l'histoire. Mais oui, c'est toujours impressionnant, puis il ne faut pas se laisser impressionner, il faut se le rappeler, il faut revenir sur Terre, il faut se dire, OK, en même temps, ça peut être des discussions qu'ils sont en train de regarder pour comment s'inspirer, puis peut-être le refaire chez eux, parce que non seulement ils ont l'argent pour acheter des compagnies, pour investir, mais aussi pour juste tout recréer chez eux. S'ils engagent 300 personnes demain, ça va faire une Ça coche va dans se faire. Hmm. dans leurs dépenses. Fait que, C'est vrai. tu sais, c'est le risque de l'entreprise avec lequel on doit vivre, c'est que dans cet océan-là, il y a d'énormes baleines qui sont la GAFAM, puis il y a les autres qui sont les petits poissons. Puis il faut, Vraiment. nous, petits poissons, être des fois des anguilles, donc difficile à prendre, Vraiment. puis se débrouiller, puis peut-être faire des bancs d'anguilles pour avoir l'air d'un gros poisson. Mais il y a peut-être quelque chose du genre, parce que ce que ça donne comme impression, c'est que ça va se comporter un peu comme ce qu'on a vu avec les technologies, les réseaux sociaux. Il y a quelques gros acteurs qui finissent par tout avoir. Bon, ils ont chacun leur part de la tarte, là, mais il y en a d'autres qui n'ont pas de tarte du tout, là, puis qui aimeraient bien être partis à tout ça, là. Ben Donc, oui. faut voir peut-être que le métavers, dans 10 ans, j'espère que ce ne sera pas juste quelques gros, mais qu'il y aura encore quelques petites pousses, jeunes pousses comme les vôtres, là, qui Ah, auront peut-être créé leur place. j'espère aussi qu'il pourrait, j'ai bon espoir. Puis j'ai bon espoir à cause de ce qui est en train de se passer dans le Web 3 avec la crypto, les NFT, la décentralisation. Il y a énormément d'argent aussi qui bouillonne là-dedans. C'est sûr que c'est de l'argent qui a énormément de fluctuations, plus qu'une entreprise publique qui est normalement stable. Puis qui est ouverte, puis qui montre comme ses progressions, puis qui ont des earning calls là, en bon français, où que les Mhm. actionnaires regardent qu'est-ce qui se passe. C'est peut-être moins transparent, tout le domaine de la crypto-économie et du métavers qui est lié à travers le web décentralisé, qui est le Web 3. Mais reste que c'est intéressant de l'utiliser comme levier à cause que l'autre option, c'est de danser avec les fameuses baleines que je parlais tantôt. Fait que, Danser avec les ouais, baleines. Il y a un exact. livre, il y a un livre à écrire. Oui. Peut-être trop de relations avec le monde marin en ce moment. Ben Mais oui, c'est vrai, les dauphins, les baleines, on a Ganguille trouvé sur roche, là. oh, anguille, tiens, tu vois. Bon, ben, c'est intéressant. Écoute, j'aimerais aborder un autre thème avec toi, c'est l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que là, Mhm. on commence à saisir un peu la réalité virtuelle, ce que ça peut, la réalité augmentée aussi, un petit peu
ton champ d'expertise, les applications, mais l'intelligence artificielle, parce que nous autres, c'est notre dada à nous, là. Donc, l'intelligence artificielle, on fait une enquête sur la recherche, sur les entrepreneurs en intelligence artificielle, à quoi ça ressemble, qu'est-ce qu'ils font. Donc, on a toutes sortes de questions. Puis, le lien entre le métavers puis l'intelligence artificielle, il se fait comment, là? C'est quoi le lien technologique entre les deux? Oui, juste avant même de parler du lien technologique, il faut voir ça comme une convergence technologique. Avec l'évolution des technologies, il commence à se créer un point d'intersection où elles se rencontrent. Et c'est même visible du côté de chez Meta, encore une fois, là, pour les nommer, je pense que ça va être un sujet récurrent, qui ont récemment annoncé qu'il y avait un des plus gros supercomputers qui est en fait une ferme de serveurs pour justement les calculs de machine learning et autres algorithmes qui vont tourner là-dessus. Nous, du côté de Chiova, ce qu'on a vu, c'est qu'aujourd'hui, quand vient le temps de créer des environnements immersifs augmentés, c'est qu'il faut placer ces objets tridimensionnels dans les espaces, comme je le mentionnais, des glissés-déposés. Donc, on ne Oui. respecte pas nécessairement la loi du moindre effort qu'on peut retrouver lorsqu'on écoute un médium passif comme Netflix ou quand on joue à un jeu vidéo qui construit une histoire. Et là est venu le fait que nous aussi, on se rappellera, on travaille avec des clients comme Lockheed Martin, donc c'est des entreprises. Ces entreprises-là ont des brevets, ont des IP, de la propriété intellectuelle, donc, et ils ne peuvent pas le partager. C'est souvent à travers des non-disclosure, donc on n'a pas le droit de parler de ce qu'on fait à l'intérieur, et ça Mhm. fait en sorte qu'ils ne bénéficient pas d'une communauté. Puis, dans le domaine du jeu vidéo, parce que c'est un Une parallèle, communauté. ouais, OK, c'est ça. Sont communauté de pris créateurs. dans leur développement, sont pris avec quelques personnes, quelques agents qui sont pris à ne pas pouvoir parler en tout cas à l'extérieur. Donc, puiser dans les masses de concepteurs qui participent à un même projet comme on a dans les jeux vidéo, c'est ça? Exactement. Aujourd'hui, si je veux faire un monde Minecraft, là, je ne vais pas me casser le basic comme un bon Québécois. Je vais aller chercher un monde qui existe déjà, puis je vais le remixer. Le terme remixage est vraiment important comme concept dans ce domaine-là. Puis un Lockheed Martin de ce monde ne peut pas faire exactement ce qui vient d'être dit. Fait que l'intelligence artificielle, l'agent intelligent va être, dans notre cas, cette communauté-là représentée dans les datas anonymisées, Anonymisé. merci, Mhm. qui va, dans le fond, augmenter le fait qu'on peut co-créer avec. Quand j'ai co-créé avec, c'est qu'il y a deux parties. L'agent intelligent, donc c'est un NLP, Natural Language Processing. Nous, chez OVA, on n'a pas recréé cette roue. On utilise les services cognitifs de Azure, puis plus précisément LUIS, là, Language User Interface System, c'est un acronyme. Donc, une fois qu'on parle avec lui, puis qu'on a tout designé dans Bot Framework qui nous aide à faire la conversation, le flow, on OK. peut commander à cet agent-là, quand j'appuie sur le bouton, bouge l'objet. Puis de façon procédurale, devant nos yeux, avec notre outil de programmation visuelle, il va nous montrer une route premièrement faite qui ne va peut-être pas nous convenir parce que là, on va appuyer sur le bouton rouge, puis l'objet va foncer sur nous. Fait que c'est à nous ensuite de le remixer, mais il va nous avoir donné la première itération, puis c'est ça la beauté. C'est la beauté de la première itération pour l'interaction, mais ça pourrait être autant vrai pour la création d'un monde entier. C'est-à-dire qu'on lui dit, je veux 3 maisons, 5 chaises bleues, un petit chien, puis un palmier. Puis déjà, on va l'avoir. Ça a peut-être mis un peu n'importe comment. Le palmier est dans la maison, mais au pire, après ça, c'est déjà importé. On n'a pas à le faire un à un. On peut juste les bouger. Mais pour que ça soit autogénéré comme ça, il faut qu'il ait appris à quelque part à créer des mondes, puis ça, il peut l'apprendre. Vous servez de l'intelligence artificielle qui a été éduquée dans d'autres domaines, c'est ça? Oui, exactement. À vrai dire, cette partie-là, pour la création d'un monde qu'il a appris, c'est un bon point. Ce n'est pas quelque chose sur lequel on travaille, mais oui, ça serait fait de même. Nous, en ce moment, c'est juste de lui donner un dataset, là, puis il y a différents endroits. C'est des marchés d'objets 3D. Donc, aujourd'hui, si on fait un PowerPoint, on va sur Google Images pour trouver des images. Dans le futur, pour ceux qui créent des mondes 3D, ils vont aller sur Sketchfab, qui est un peu le Google Image de l'image 3D, de l'objet 3D. Fait que lui, ce site-là a beaucoup de data. Sinon, le département de la défense américaine, à travers une de leurs filiales qui s'appelle l'Office of Naval Research, on crée un dataset de beaucoup d'objets 3D sous plusieurs angles qui s'appelle ShapeNet. Fait que ça, c'est un autre aussi qui est gratuit qu'on utilise. Mais voilà, mais ouais, c'est un excellent point. On pourrait donner des mondes peut-être voxelisés qui sont des mondes faits dans Minecraft parce que
c'est le voxel qui est utilisé pour le créer, le voxel étant un cube. Puis là, ça pourrait dire, je vois un peu c'est quoi, il traduit ce qu'il voit en voxelisation, qui est une technique de machine learning. Puis basé sur la voxelisation, il reconnaît l'objet, puis il nous propose son jumeau numérique, qui serait un jumeau numérique fait en polygone et non pas en voxel. C'est intriguant tout ça, mais je ne suis pas un spécialiste de la programmation, tout ça. Mais j'essaie de, avec les concepts, on finit par comprendre un petit peu à quoi ça peut ressembler. Concrètement, vous autres, dans votre compagnie, quand vous avez besoin d'AI, de machines, on le voit ici, là, ce que ça carbure comme données. Là. Donc, puis ça prend des gros serveurs, puis ça prend, de l'AI, là, on le voit que c'est très énergivore, puis très informativore, je vais le dire comme ça. Ouais. Vous autres, est-ce que vous faites affaire avec des compagnies externes, avec des serveurs externes? Comment ça fonctionne? Oui, exact. Dans le fond, seulement pour l'entraînement, donc ça va l'occuper. Mais après coup, nous, tout est hébergé sur Amazon, mais tous nos services, par contre, d'entraînement AI sont sur Azure. Fait que l'hébergement de nos mondes 3D sont sur Amazon parce que c'était des questions de coût avec la bandwidth est beaucoup plus abordable. Puis question d'entraînement, les services que Azure proposait étaient mieux selon nos besoins. Donc, c'est comme ça qu'on fait. Donc, c'est à l'extérieur puis à travers ces deux services-là. Vraiment trippant. J'ai hâte d'en parler avec mes collègues aussi, parce que il y a ça aussi dans le podcast. Là. On fait une entrevue, mais aussi on revient avec les collègues. J'en ai deux en informatique, voir un peu là, qu'est-ce que ça implique comme enjeu, là, comment on peut passer de chez vous, de chez OVA, à chez Amazon, se servir des serveurs. J'ai hâte de voir ce qu'il en pense. Est-ce que l'AI vous permet de résoudre des problèmes ou est-ce que ça crée des problèmes? Est-ce que ça vous aide à créer des solutions? Comment vous le percevez, l'intelligence artificielle, chez vous? Oui, nous, on le perçoit comme un besoin qui va être répondu grâce à l'intelligence artificielle, que les gens, pour la plupart, ne savent pas encore que c'est leur besoin, vu qu'on travaille dans un médium qui commence à arriver chez les gens. Fait que, encore une fois, créer comme c'est quelque chose de fastidieux. Puis, une des compagnies qui l'a bien montré, justement, cette co-création-là, outre nous, c'est OpenAI avec son projet Codex, où on peut écrire nos intentions dans un endroit qui ressemble à un genre de chat. Puis, on dit ce qu'on veut, puis Codex va nous créer les interactions. Des lignes de code. Oui, exactement. Tout pour nous. Je ne me souviens plus c'est en quoi que ça sort, là, mais il me semble que c'est en JavaScript. En tout cas, bref, à double-checker. Mais bref, il nous crée nos lignes de code puis, pour nous. Fait que c'est un peu le même principe. Puis, il y a une autre chose que Facebook a fait. C'est le même principe parce que toi, tu transposes à des objets 3D, un moteur où tu dis tes intentions, puis ça traduit, puis ça te crée des objets, des environnements 3D. Ou même des interactions. Fait que dans le fond, pour nous, ça passe dans C#, qui est notre langage, puis ensuite, c'est converti en programmation visuelle, qui est relié à la programmation. Puis OpenAI, ça va directement à la programmation, puis c'est converti ensuite en interaction dans une petite boîte là, à gauche de où on rentre nos messages. Puis Facebook ont fait un partenariat avec Minecraft, puis ils ont créé quelque chose, ils ont même fait un white paper là-dessus qui s'appelle Craft Assist, où que là, tu chattes avec ton chatbot, puis c'est un petit personnage Minecraft. Tu lui dis, mettons, do a circle, donc fais un cercle, puis là, en Minecraft Block, il va faire un cercle devant nos yeux. Ah. Fait que ça répond vraiment aux besoins. Ça ne crée pas plus de troubles, sauf le fait que c'est sûr qu'en tant qu'entreprise, ça prend dans le burn rate. Donc, à chaque mois, on dépense de l'argent sur c'est quoi la meilleure technique qui va utiliser le moins de processeurs graphiques parce qu'à la fin de la journée, notre processeur graphique est utilisé là, pour plein d'affaires. Puis ça coûte effectivement. Les langages, c'est très cher du côté Azure, tout ce qui est reconnaissance vocale, là, le NLP. Ah oui? C'est dans les plus chers services. Là, fait que, ensuite, combien qu'on va charger? Notre logiciel, en ce moment, c'est un prix X. Est-ce que en ajoutant ça, ça va être un prix supplémentaire, ça va être comme la Pro Plus Plus, on va dire. C'est sûr que ça apporte son lot de casse-tête, mais ça nous ajoute une barrière à l'entrée par rapport au gros de ce monde. Puis, ça nous donne aussi des patents, ça nous donne des brevets. Puis ça augmente la valeur de l'entreprise à la toute fin.
Donc, Oui. c'est une balance qui se rééquilibre. C'est juste un coup à prendre au début avant que ça se rebalance Mais pour le mieux. éventuellement, si tu as des brevets, tu peux Exact. en vendre une partie aussi pour aller chercher des nouvelles liquidités. Ouais. Euh, ben écoute, on en a fait un bout sur les AI. Dernier sujet que j'aimerais aborder avec toi, c'est l'éthique et les Mhm. enjeux sociaux, parce que ça fait partie aussi de nos intérêts à IA Café, les enjeux sociaux, les enjeux éthiques. Puis tu es bien placé pour voir un petit peu les promesses, ça c'est sûr. Tu es sûrement habitué de vendre ces promesses-là, mais j'aimerais commencer avec Oui. toi avec les craintes, donc les arguments contraires, les conséquences négatives. Tu dois les entendre autour de toi là, dès qu'on parle de métavers, puis tu joins un sociologue ou quelqu'un qui a de l'opinion un peu rapidement, ça peut verser dans les craintes, les critiques. C'est quoi les critiques que tu entends le plus souvent à l'endroit du métavers? Oui, j'en vois beaucoup passer, puis beaucoup qui sont comme, selon moi, par peut-être manque de connaissances sur ce que c'est vraiment. Il y en a même qui peut-être qui vont parfois pencher du côté de la conspiration, mais puis je pourrais en parler juste pour donner des exemples tout à l'heure, mais avant tout, celui-là que je perçois de mon côté le plus, oui, c'est le fait qu'aujourd'hui, Meta, c'est plus sur nous qu'on en sait sur nous, juste avec quelques likes puis, ou emojis, genre de personnes fâchées. Puis avec le temps qu'on passe sur une position XY dans notre page Facebook, le plus longtemps, le plus qu'ils savent qu'on est intéressé par tel produit qui est Ah oui. promu. Où je veux en venir, c'est qu'ils savent tout ça juste avec quelques emojis qu'on dit genre oui, j'aime pas, nanani, nanana. Mais imaginez dans ce futur 3D où on va avoir de la filature oculaire, donc du eye tracking en bon anglais. Là, on va pouvoir savoir où nos yeux s'arrêtent, quelle couleur on préfère, quelle forme de fauteuil on préfère. Parce que quand on s'arrête sur la page, on ne sait pas quel fauteuil qui est présenté sur la photo qu'on préfère. Est-ce que c'est le vert? Est-ce que c'est le bleu allongé? Est-ce qu'on a besoin de 3 places ou 2 places en ce moment? Fait que là, ils vont vraiment savoir quel fauteuil qu'on a besoin pour notre salon et quelle couleur qu'on préfère. Si on sort d'Instagram et qu'on est vraiment là, à fond dans la beige life, là, tout ce qui est blanc, épuré à la 3 fois par jour, puis c'est ça notre style, on veut juste voir de ça pour le reste. Fait que ça peut nous créer, puis c'est là la partie que je trouve peut-être stressante, des chambres à écho. Puis ces chambres à écho-là qui vont enfreindre et atteindre notre créativité. Et cette créativité-là va peut-être faire en sorte qu'elle va même se transmettre parce que, dans le fond, on va être tout le temps dans les mêmes couleurs, dans les mêmes formes. Puis, je pense que même à Montréal, on est reconnu pour la créativité. Fait qu'il va falloir faire attention à ça parce que plus de données sur nous vont être fournies. Mais cette critique-là, plus de données, de se faire épier, surveiller, c'est une critique qu'on entend déjà à l'endroit des réseaux sociaux, de tout ce qui existe. Est-ce que d'ajouter une couche de métavers, qu'est-ce que ça fait? Ça accentue les problèmes? Ça accentuerait, on va le mettre déjà au conditionnel, ça accentuerait les problèmes? Ou qu'est-ce que le métavers ajoute? Est-ce que ça crée des problèmes nouveaux ou ça fait juste accélérer ou intensifier des problèmes qui existaient déjà avec Ça ce va, qu'on a en ce moment? D'après moi, ça va accentuer, amplifier le problème de justement, on voit les mêmes pubs ou si quelqu'un dans notre propre foyer voit des pubs, on vient être contaminé par ces pubs-là, on vient à se créer une bulle familiale de pubs targetées. Aussi, aujourd'hui, on regarde Fortnite qui vend pour 9 milliards de dollars de vêtements virtuels. Nike fait 30 milliards la même année, donc c'est le tiers. Puis ces vêtements-là, on ne peut pas les revendre sur eBay parce qu'ils sont digitales et liés à notre compte. Donc, le métavers va permettre de faire en sorte d'avoir un marché d'objets digitaux, marché qui est quasi inexistant, sauf dans les grandes productions de jeux vidéo qui sont des silos. Ils ne peuvent pas Qui sont sortir du des jeu. silos. Oui, Oui, c'est ça. c'est C'est comme ça. le métavers, ce serait quoi de faire des liens entre ces silos-là? Oui, puis Ubisoft a déjà commencé avec, dans le fond, le fait que les lapins crétins maintenant sont dans Sandbox, qui est une plateforme décentralisée pour la création de contenu à la Minecraft. Donc, ça tourne 100% sur le blockchain. Pour y aller, il faut y aller à partir de son MetaMask, qui est un portefeuille digital, puis qui est notre identifiant.
Puis, c'est une des premières fois que je vois une collaboration avec d'Ubisoft qui n'est pas faite, admettons, avec Mario Bros de Nintendo, qui est faite avec une compagnie qui n'est pas une compagnie à la base AAA, puis très reconnue. Puis ça, c'est un premier beau move, en bon français, vers justement enlever les silos, faire du, amener différent, faire du Parce qu'une des, omnichannel. parce qu'une des craintes en tout cas moi que j'entends, c'est que ben c'est ça, c'est des silos. Puis surtout, il y a des gros silos. Tu sais, ce qu'on craint, c'est qu'il n'y ait pas de communication entre ces différents métavers-là ou qu'il y ait un gros silo qui s'impose puis qui devienne le silo, le métavers, ça serait le métavers de Facebook. Donc, tout à coup, là, il y aurait un seul joueur qui prend le contrôle de tout le métavers puis qui impose son métavers aux autres. Ben oui, puis Donc, c'est logique de le voir de même parce que c'est l'approche de Meta, de Facebook, d'y aller de cette façon-là. Puis ça l'a toujours été. Puis c'est contrôlé par un board, par des finances publiques. C'est difficile de pivoter à une telle taille. Puis c'est sûr que c'est pas l'approche qui est préconisée par le changement du métavers. Donc, c'est vraiment c'est quoi contre-indiqué par. l'approche C'est qui est d'enlever les silos. préconisée? D'enlever les silos, de se connecter. Toute la montée des API qui permet de connecter des logiciels entre un autre logiciel, à cause que l'API, dans le fond, c'est un tunnel entre les deux. C'est vraiment vers là que les développeurs d'aujourd'hui sont formés à penser comme ça quand ils vont développer un logiciel. Puis, c'est là qu'on voit que Facebook prend de l'âge. On n'est plus en 2005, 2006, 2007. Là. On est rendu plusieurs années plus tard. On est en 2022, puis il faut se connecter. Fait que c'est là qu'il y a un manque à gagner. Puis c'est là que je pense qu'il y a une perte dans leur clientèle aujourd'hui. Ça se reflète dans leurs actions. Fait qu'il va falloir qu'ils changent leur modus operandi ou que justement ils sont un silo parce que ça ne plaît plus puis ça ne fonctionne plus. Ça se reflète directement dans leur profitabilité. Ben, je le vois, là, ce que tu essaies de défendre. Puis je trouve que ça ressemble un peu, on en discutait aussi dans notre dernier épisode, je trouve que ça ressemble un peu à tu sais, la naissance, je sais pas, du World Wide Web, là, où tu as Ouais. des rêveurs qui se disent on va se créer une forme de carré de sable aussi, là. C'est-à-dire qu'on va se créer quelque chose, on va se mettre en réseau, on va partager, on va mettre le savoir en commun, on va créer des protocoles pour que ces ordinateurs-là puissent parler entre eux, mais éventuellement, ce qu'on a vu naître, c'est pas exactement ça, là. On est bien loin du rêve de Tim Berners-Lee, là. Oui, non, carrément. Puis le rêve reste toujours là depuis ce temps, je dirais. Puis qui sait, espérons que ce soit notre chance pour cette troisième version du web d'arriver à atteindre ce qui est finalement l'inaccessible étoile. Puis juste pour revenir un peu sur la parenthèse, parce que je pense qu'elle est intéressante à dire, là. En tout cas, peut-être que je suis le seul à y penser ça, mais les conspirations alentour du métavers, c'est que c'est un stratagème de Meta de faire en sorte qu'on soit connecté, même avec des solutés, puis qu'on ne sorte jamais de là, puis qu'on soit branché à consommer, puis à donner tout notre argent aux grands méchants. Ça, je l'ai entendu quelques fois. Fait que, je veux juste dire que pour le reste, je pense pas que ça va se rendre là. En tout cas, Oui, mais les théories du complot, il faut en prendre, mais en ouais, laisser aussi. exactement. Surtout en laisser. Oui. Surtout en laisser. Bref, bientôt peut-être le soluté Meta. Mais pour l'instant, il reste toujours Soylent, là, qui est une bonne petite boisson qui remplace le repas. Mais ouais, fait que voilà. Mais dans l'idéal, toi, quand tu te projettes dans. Là, disons qu'on est à l'année, même pas l'année 1, là, disons qu'on est à l'année 10 du métavers. On se projette dans, je sais pas, dans 30 ans, idéalement, ça ressemble à quoi le métavers, idéalement? Tu rêves à quoi, là? Oui, donc c'est très loin comme projection, mais je vais faire de mon mieux. Rendu là, dans le fond, même je parle beaucoup du mot décentralisation, puis un exemple facile à comprendre de quelque chose qui n'est pas central à nous, c'est le processeur graphique. Aujourd'hui, pour jouer à un jeu, il faut avoir une bonne PlayStation 5 qui a un très bon processeur, c'est centralisé, connecté à notre télé. Très bientôt, avec juste la 5G, puis dans 30 ans, ce sera peut-être, on va dire, 7-8G, on va être capable d'envoyer
avec la 5G, les fameuses 90 images par seconde par œil dans notre casque, sans même que l'application soit chargée dans notre casque. Donc, le casque, on comprend, devient un simple écran. Le casque qui deviendra des lunettes. Les lunettes qui deviendront des lentilles. Les lunettes qui se veulent d'être seulement aujourd'hui soit des lunettes de réalité augmentée ou de réalité virtuelle pourront peut-être être les deux à cause que, comme aujourd'hui, on a des lunettes quand on va au soleil qui, par la chromatique, deviennent fumées ou non fumées par rapport aux rayons du soleil. On pourra les activer par la pensée à cause qu'on aura des EEG, des électroencéphalogrammes de connecter sur ces lunettes-là. Et je pense que dans 30 ans, on n'aura même plus besoin de parler ce qu'on veut faire à un NLP. Ça va être seulement par la pensée. Pour la plupart, nos pensées on va faire des tests au setup pour dire comme ça, c'est des pensées intrusives, ne pas les mettre, ça, c'est des pensées que je ne veux pas partager. Fait qu'on va pouvoir setter c'est quoi les bonnes pensées qu'on veut. Puis, petit à petit, on va se diriger vers là. Puis, surtout, qu'est-ce qui va être bien, je pense, c'est que la monnaie qu'on connaît actuelle va être de moins en moins présente. Les gens vont faire le move entièrement sur la crypto-monnaie, même les gouvernements. Puis, l'intelligence artificielle va avoir sa propre économie en parallèle où pendant qu'on est à la maison, puis là, je fais le métavers au complet où que tout est dans un univers virtuel, la voiture électrique qui sera chargée, puis peut-être solaire, il n'y aura même plus d'électricité connectée, là, va pouvoir travailler pour nous. Elle va partir, elle va prendre des gens avec son propre Uber, elle va venir se parquer à la fin chez nous. Elle va elle-même se payer ce qu'elle doit payer avec sa propre crypto. Puis nous, on va de plus en plus, être humain, ne plus travailler, mais être payé avec un salaire qu'on fait par rapport aux connexions qu'on aura réussi à mettre. Donc, le travail, il va en rester, il en faut toujours pour faire des routes, faire etc. Mais il y aura plusieurs gens qui vont de moins en moins travailler puis être juste, ils naissent puis ils sont retraités. Fait que ça, je crois à cause justement de toute cette aide-là. Fait que je pense en 30 ans, tout ça va être réalisé. Dans 30 ans, puis là, il va falloir que tu archives ce que tu viens de dire, puisque dans 30 ans, il va falloir que tu réécoutes. Puis ça serait intéressant de voir. Est-ce que je viens de me lancer dans quelque chose? Je suis en train de penser en même temps. En tout cas, je pense que ça va arriver assez vite. Oui, archivons ça. Archivons tout ça, puis on verra le combien de prédictions sur 30 tu as réussi, Harold. Écoute, ce serait tout. On a fait un bon bout. C'était vraiment passionnant, vraiment, de discuter avec toi. Vraiment. Passionné, c'est sûr. Donc, ce serait notre premier voyage au métavers. Nous autres, on commence, je dirais, la réflexion. En fait, c'est là un peu, là, mais on commence à approfondir ce sujet-là. C'est un vrai privilège de pouvoir discuter avec toi, avec quelqu'un qui a les deux mains dedans, qui voit un petit peu ce qui se passe, puis ce qui pourrait se produire. C'est intéressant de voir ta projection dans le futur. Vraiment, merci. Merci infiniment. C'était super. Moi, c'est tellement justement une passion. Là. Des fois, je peux m'emporter, mais j'adore discuter de tout ce qui peut s'en venir, puis voir comment, pour notre mieux, je reviens à la simplicité, qu'on est des êtres 3D, encore une fois, comme je disais d'entrée de jeu, puis que c'est là qu'il faut aller parce que ça va tellement être mieux communiquer, mieux pour aussi le plaisir, amener le plaisir au travail, amener le plaisir qu'on connaît le soir. Souvent, ou le week-end, quand on joue, l'amener ça à notre quotidien pour ceux, en tout cas, qui sont du moins dans l'informatique, qui ne sont pas dans des métiers comme plus manuels. Bien hâte d'expérimenter ça, Harold. Merci d'être passé à IA Café. Merci. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode d'IA Café. Jean-François Sénéchal, commencez à penser à votre look et au nom de votre futur avatar. Là, ça s'en vient dans 30 ans. Vous ne savez pas ce qui vous attend. On se revoit au prochain épisode. Et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, bye bye.